des arbres couchés partout. C'est l'état primaire. Et c'est ça qui fait que le Conservatoire des espaces naturels du Limousin a proposé que cet endroit devienne une réserve naturelle, régionale. Ça dit la qualité environnementale quand même de ces gorges de la Maronne, quoi. Oui, absolument. Il y a des lichens donc, qui sont présents et qui ne sont là que grâce au fait que l'air est totalement pur. Ah, c'est à la moindre pollution, il meurt, quoi. Voilà, c'est ça. Donc marqueur de qualité. Exactement. Et j'imagine que c'est pareil pour l'eau. C'est exactement pareil pour l'eau. On a une rivière, pollution, elle ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'on a des truites fario qui sont là et qui sont d'excellents marqueurs aussi sur les qualités d'eau, quoi. Je ne sais pas si je vais attraper du poisson, mais déjà, là, j'attrape des vues incroyables, là. Fou. Ce sont des belles ambiances, hein. On a changé, on était presque dans les tropiques avant. Ouais, et puis là, ça a changé en fonction de l'orientation par rapport au soleil. Là, c'est un petit peu plus sec, on voit, on a de la bruyère. Le premier des plaisirs, il est là, dans la marche d'approche, hein, et cette immersion quand même, là, dans cet environnement. Dans la pêche, la pêche, c'est un alibi pour être dans la nature. Donc si tu n'apprécies pas la nature, tu peux pas aimer la pêche. Mathieu, je t'écoute, ou plus ou moins je te regarde, parce que je n'y connais rien à la pêche à la mouche. Comment ça se passe? Alors écoute, on va essayer pour commencer, de pêcher avec une mouche qui flotte sur l'eau, pour voir si une truite vient, tu vois. Elle est là, ta petite Ouais. mouche? Ah ouais. Pour voir si une truite va venir la prendre pour se nourrir. Avec quoi c'est fait, en fait, une mouche? Ce qu'on voit, la claire derrière, c'est du poil de cul de canard. Sur le haut, c'est de poils de coq. Et puis en dessous, là, des poils de paon. Donc voilà. Rien que la mouche, c'est déjà une technique très particulière, parce que t'en as combien? T'en as plein de types différents, montre-moi. Alors, ouais, j'ai plein de choses. Alors moi, j'ai très peu de mouches. Hein, Ah oui, pourtant. parce qu'il y a des pêches. Ouais. Ah oui, c'est beau, fais voir. Ah ouais. Dis-donc, mais il y a carrément... Ah, ça, des- ça, tu reconnais? C'est une libellule? Non, ça, là. Ah non, ah oui, en dessous, là, c'est carrément un... Comment ça s'appelle? Une sauterelle. Une sauterelle. Et donc, c'est une fausse sauterelle, plus C'est vraie que ça. nature. C'est ça. Donc on a plein de choses qui imitent différents insectes. Hop, on met ça, parce que c'est précieux. Donc on va pêcher le petit courant qui est devant nous. Mais alors, pour tu voir s'il pêches se passe quelque chose. obligatoirement vers l'amont? Toujours en amont. Pourquoi? Toujours en amont. Parce que les truites, elles ont toujours le nez dans le courant. Donc elles regardent devant elles. Ah, elles vont Et- toujours en remontant. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'eau qui descend qui amène la nourriture. Alors, je te regarde. Allez, on essaye. Ouah, c'est toujours aussi beau, ce geste. Donc hein. tu vois, on voit la mouche qui flotte. Alors, toi, tu vois. Ah oui, Regarde. c'est posé Voilà, là-bas. voilà. Ah ouais, Et ouais. donc là, on la suit pour En voir espérant si, que- voilà, en espérant qu'il y ait un poisson qui vienne la prendre. À quel âge tu as commencé, toi, la pêche? J'ai commencé, je devais avoir 5 ans, tout seul, dans mon coin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une photo de moi, personne ne m'a montré. J'ai un bout de bois, une ficelle, et puis. Ouais. Et je suis assis sur un tabouret, j'ai rempli une bassine d'eau, et puis je passe des heures. Quel plaisir, en fait, tu viens chercher, toi? Celui d'attraper le poisson ou c'est vraiment un ensemble? Oh non, regarde devant nous, ouais. On est tellement bien ici. On a personne qui nous embête et tout. En fait, le poisson, si tu prends un poisson, c'est un plus, mais c'est pas une fin en soi. Enfin, pour moi, moi, ne pas prendre de poisson, ça me dérange pas du tout. En plus, il faut préciser que toi, tu fais du no-kill. No-kill, c'est ne pas tuer. C'est-à-dire, quand tu attrapes un poisson, t'en fais quoi? Je le remets dans l'eau.
Tu as travaillé pendant 12 ans comme guide de pêche en Alaska. Après, tu es allé dans les Caraïbes. Et malgré tout, si je comprends bien, c'est ici qu'est ton paradis de pêcheur, c'est ça? Oui, oui. Oui. Ouais, parce qu'ici, on ne s'en lasse pas. Ici, on a des saisons, on a des champignons, on a des poissons. Et chaque saison, on fait des choses différentes. C'est aussi une certaine qualité de vie que tu as trouvée ici, notamment dans ce rapport à cette nature qui nous environne. Hein. Évidemment. Ouais. Ah, on a une qualité de vie. Il ne faut pas le dire trop fort, hein, parce que... Pas de truite pour le moment, mais je t'assure que je n'ai aucun regret. J'ai passé vraiment un super moment avec toi. Merci pour tout, Mathieu. Bah, avec plaisir, Eric. Retour le long de la Dordogne. Après le dernier barrage, le cours d'eau retrouve son lit naturel. Le climat devient plus doux. Une quiétude qui compte beaucoup dans le charme dégagé par un village enchanteur, Beaulieu-sur-Dordogne. L'histoire raconte qu'au IXe siècle, Rodolphe de Turenne, archevêque de Bourges, tomba en extase devant cet écrin de nature, lové dans un méandre. Il nomma le lieu Bellus Locus, textuellement le beau lieu, et y fonda une grande abbaye. De cette grande abbaye fondée au Moyen-Âge, il ne reste plus aujourd'hui que cette abbatiale, c'est-à-dire l'église des moines. Mais quelle église, Louis-Olivier! Une église invraisemblable. On sent ce poids de l'histoire. Et aujourd'hui, ce chef-d'œuvre de l'art roman limousin, qui est un chef-d'œuvre pur, est toujours en place. Alors, contrairement à d'autres chefs-d'œuvre de l'art roman limousin qui ont été vendus pour les pierres ou qui ont été détruits au cours des ans, celle-ci est restée intacte. On connaît l'architecture gothique, on s'élève vraiment vers le ciel, mais en fait, on s'aperçoit que l'art roman, lui aussi, est un art de l'élévation. Ici, on est saisi par le poids des pierres, par le poids de cette architecture absolument invraisemblable. Quand on sait qu'on est construit sur l'eau aussi, ici, c'est de l'eau. Et donc, cette abbatiale souffre énormément. Il y a des repères, d'ailleurs, il y a des fissures qu'on surveille. C'est vraiment... ça fait partie du patrimoine de la famille. La majesté de cette abbatiale, elle traduit la réussite de ce monastère. Alors, il y a notamment des raisons religieuses, lesquelles? Alors, quand Rodolphe de Turenne a fondé ce monastère, non pas cette abbatiale, mais ce monastère, il a donné des reliques. Évidemment, parce que la relique, c'est le jackpot pour une abbaye. On vient de partout et on était sur le chemin de Compostelle ici. C'était une des voies pour Compostelle ou pour Rocamadour. Et donc, il y avait énormément de pèlerins. On a fait beaucoup d'argent et des reliques, il en reste. Des reliques qui ont été sauvées in extremis à la Révolution. On devait les détruire le lendemain. Elles ont été sauvées la veille. Elles ont été mises de côté par deux religieuses. Ces reliques, on les possède encore aujourd'hui. Et ce qui est amusant, c'est que, par exemple, vous avez des bras reliquaires qui ont dedans, à l'intérieur, des bouts de bras, des bouts d'os. On a la chasse de Saint-Prime et Saint-Félicien. Et ces reliques, elles ont attiré, comme dans toutes les églises qui avaient des reliques, beaucoup de monde. Et elles ont donné beaucoup d'argent aux moines. L'histoire a légué de merveilleux trésors à Beaulieu, notamment un splendide tympan roman sculpté en 1130. Ici, on est devant une bande dessinée, tout simplement, parce qu'il faut raconter la vie du Christ, il faut raconter la résurrection, il faut raconter les âmes des pécheurs qui sont pardonnés, qui sont sauvés. Alors, on peut remarquer plein de détails. Ce qui est très facile à voir, ce sont les morts qui ressuscitent, qui sortent de leur cercueil. On peut voir des musiciens, on peut voir Saint-Pierre avec ses clés. Ce Christ en croix avec la croix un peu décalée derrière, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et tous ces personnages, ils ont tous une expression, tous les visages ont une expression, tous les visages signifient quelque chose. Et même les animaux de l'enfer, qui sont tout en bas, puisque l'enfer c'est tout en bas, tous sont différents, tous sont très expressif. C'est quand même un chef-d'œuvre absolu. C'est parmi les plus beaux tympans qu'on ait en Nouvelle-Aquitaine, pourquoi? C'est un des deux plus beaux tympans de France. Il est à Beaulieu-sur-Dordogne, il est protégé et
Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, il nous parle de quelque chose d'ancestral, de quelque chose d'humain qui nous prend ici aux tripes, parce que ça nous parle de nous, ça nous parle de la mort, ça nous parle du bonheur, de la résurrection. Il faut savoir le regarder, il faut savoir le lire à sa manière, chacun à sa manière, et puis ne pas passer trop vite. Beaulieu est une invitation à prendre le temps, à flâner dans les petites ruelles bordées de maisons médiévales et Renaissance pour rejoindre les quais. Si nous étions venus sur ces quais il y a, allez, 150, 200 ans, qu'est-ce qu'on aurait vu, Louis-Olivier? On aurait vu beaucoup de petites barques de pêcheurs, on aurait vu beaucoup de filets, on aurait vu une activité au bord de l'eau très importante parce qu'on pêchait énormément. Il y avait aussi les gabarres qui passaient là, qui passaient chargés. Alors, Beaulieu-sur-Dordogne, pour les gabarres, c'était le début de l'ennui. Parce que jusqu'ici, la rivière était marchande, le fleuve était marchand, le fleuve avait allé au rythme du cheval au galop. Fleuve marchand, ça voulait dire qu'il pouvait être navigué avec de la marchandise. Voilà. Raconte-nous une descente en gabarre à cette époque. C'est un voyage qu'on peine à imaginer aujourd'hui. On est sur un bateau à fond plat, il n'y a pas de quille, il n'y a pas de fond. On ne charge pas au fond du bateau parce que sinon le fond s'arrache, donc on charge sur les plabords. Et on charge jusqu'à 20 tonnes de matériaux. Il y a un pilote avec une très grande perche pour faire le gouvernail, et souvent il fallait s'attacher pour ne pas être éjecté du bateau. Il y a 2 rameurs, et puis il y a souvent un piqueur pour repousser les rochers au dernier moment. Et on part sur l'eau qui va à la vitesse d'un cheval au galop. Et donc on va très vite. On fait 400 km en 5 jours avec 20 tonnes de matériaux. Si on faisait 2 voyages, un voyage, on pouvait vivre toute l'année. Si on faisait 3 voyages, c'était merveilleux. Et sous Louis XVI, c'était le jackpot. Les marins de la Haute-Vallée de la Dordogne ont été déclarés marins de la Royale, donc ils avaient une retraite. On ne peut pas bien saisir l'âme de ce pays sans comprendre l'importance de cette Dordogne. Elle est inexplicable, c'est atavique. On tombe une fois dedans comme dans la potion magique et après on en a besoin en permanence. C'est ton cas, toi? C'est mon cas. Moi, à 5 ans, j'ai su que je voulais venir là et que c'était le pays où je voulais vivre, le pays de mes ancêtres, la Dordogne. C'est mon centre d'intérêt, c'est ma vie. Et il y a quelque chose d'inexplicable dans ces gorges de la Haute-Vallée. On a une chance incroyable, c'est un privilège qu'on est les seuls à posséder. C'est cette Dordogne absolument incroyable et qui continue de nous séduire encore aujourd'hui tous les matins.